Famille, écoutez cette vidéo de ce journaliste, partagez-la massivement. C'est-à-dire, il fait une analyse sur l'économie de la Côte d'Ivoire. Dans les années 2000, où le pays était divisé en deux, l'économie de la Côte d'Ivoire était très bien. Avec le PIB, ça allait propre. Mais sur la Côte d'Ivoire actuelle, où il n'y a pas de guerre, il n'y a rien, mais le pays n'arrive même pas à relever les tasses. Famille, écoutez la vidéo, partagez-la massivement, je reviens tout à l'heure. Il est indéniable que l'endettement de l'État ivoirien croît à une vitesse vertigineuse. Mais si l'on fait courir le PIB encore plus vite, y compris de manière assez créative, eh ben, tout va très bien, Madame la Marquise. Sauf qu'en économie, la réalité est têtue et se rappelle souvent à nous, à travers d'autres indicateurs moins flamboyants que la croissance du PIB. L'indice de développement humain, notamment, comme l'a martelé Tidjane Thiam, mais il y en a d'autres. Malgré l'embellie économique proclamée, la Côte d'Ivoire échoue à collecter efficacement l'impôt. Elle est même une des dernières de la classe à cet égard sur le continent, notamment en ce qui concerne la collecte d'un impôt indirect, la taxe sur la valeur ajoutée, qui augmente normalement de manière mécanique quand l'économie va bien et que les citoyens consomment plus. Un rapport de la Banque mondiale datant de 2019 signale une bizarrerie. Dans les années 2000, années de guerre civile où la moitié du pays échappait à l'autorité de l'État, le ratio impôt-PIB était de loin meilleur aux années de paix et de croissance que l'on connaît désormais. Une des grilles d'explication de cette curiosité économique est tout simplement que le PIB a été surévalué ces dernières années pour des raisons d'affichage politique. Pourquoi tout ceci est plus important qu'il n'y paraît? Vous dites que votre économie grandit vite grâce aux dettes que vous contractez auprès du capitalisme international dont l'agressivité va croître dans les mois et années qui viennent selon les prévisionnistes. Mais vous ne parvenez ni à bien former votre jeunesse, ni à créer un nombre suffisant d'emplois formels. La productivité de votre économie ne parvient pas à atteindre le niveau des années 1970. Vous êtes de moins en moins capable de collecter l'impôt au regard de votre richesse proclamée, ce qui vous amène à vous endetter davantage. En bout de course, vous faites face à la malédiction cyclique des pays africains qui vont de crise de la dette en crise de la dette. Le Ghana, qui se félicitait de dire au revoir au FMI, revient la tête baissée au FMI quelques années plus tard. L'alternance sénégalaise est plombée par le retour d'une crise de la dette. Et tous les... Donc le président Laurent Gbagbo a mieux travaillé que Ouattara. L'économie des années 2000, de 2000 à 2010, ça était plus en forme que Ouattara. Il y a un rapport de la Banque mondiale qui dit qu'il y a des bizarreries qui se passent dans l'économie. On vous a dit que Ouattara payait des journalistes pour faire des communications, pour payer des experts, pour masquer, pour gonfler les chiffres. On vous l'avait dit. Voici ce qui est clair. Voilà. Donc, on vous dit toujours, on dit, la dette de la Côte d'Ivoire s'élève à 47 milliards. Maintenant, il a pris encore, donc on va vers les 48 000. Maintenant, ce qu'ils ont pris pour travailler de 2011 à 2024, là, ils disent que c'est combien ils ont pris là? Ils disent que pour les routes et les ponts, tout ça là, les infrastructures routières, qu'ils ont pris plus de 3 000 milliards. Maintenant, comment il s'appelle Adama Koulibaly ou bien Adama Traoré, tu vois, le ministre de je ne sais pas quoi là. Il est sorti pour dire, le ministre du budget, si je ne me trompe pas, il est sorti pour dire que de 2011 à 2019, c'est 19 000 milliards qu'ils ont pris pour mettre dans tous les secteurs. Donc 19 000 plus 22 000, plus 3 000 milliards, ça va faire 22 000 milliards. Les 25 000 milliards là sont où? Dans 47 000, si tu enlèves 22 000, il va rester 25 000. Les 25 000 sont où? La question qu'on vous pose. Vous êtes en train de détourner l'argent. C'est pourquoi Tony Brahim même, il y a une justice qui l'attend ici. Lui avec Amédée Kouakou ou bien Amédée Pierre, il ne sait plus c'est qui. Ok. Donc famille, partagez la vidéo massivement. On a c'est sur les Gbagbo, je ne vais pas faire ça. Gbagbo a travaillé plus que Ouattara, c'est clair et net. Il n'y a plus de débat. Mais ce qui se passe sur ce plateau montre bien que l'unité est un défi majeur dans ce pays. Mais ce n'est pas le seul défi. On est d'accord. Moi, je commence par celui-là. C'est un défi majeur dans ce pays. Et je constate, en observant ce qui se passe sur ce plateau, que dans ce pays, il y a 3 pathologies qu'il faut regarder de très près. Lesquelles? Le déni, refuser de voir ce qui est. Deuxièmement, l'économisme. Vous voyez les chiffres qu'on brandit. Et puis, justement, son corollaire, le chiffrisme. Une maladie des chiffres.
Mais que valent les chiffres? Tous les chiffres qu'on donne, que ce soit ici ou ailleurs, sont souvent manipulés. Vous voyez les chiffres? Tout porte à croire que ce qui compte, c'est le quantitatif. Le qualitatif ne signifie rien. Lui, il est enseignant à l'université, Arthur Banga. Ils sont tous d'accord que nous avons de beaux chiffres. L'école marche bien, l'hôpital marche bien. Je répète, ce n'est pas la construction de quelques bâtiments qui peuvent être désignés école, université, qui signifie que le secteur éducation-formation va bien. La Corée du Sud, dont on parle souvent, qui est une grande puissance, 13e, a réussi son bond alors qu'elle était au même niveau que nous, grâce à l'éducation. Regardez simplement les standards en termes d'éducation de la Corée du Sud et venez voir les nôtres et osez continuer dans le chiffrisme. Oui, le défi de l'unité sur ces grandes questions, des questions qui devaient nous rassembler. Qu'est-ce que nous gagnons à dire qu'on a tel chiffre, tout va bien dans le pays, quand on sait que dans les hôpitaux, eh bien, les populations ont des besoins énormes. Qu'est-ce que nous gagnons à donner des chiffres, à dire que l'école va bien, tout va bien, quand on sait que le niveau de l'éducation en Côte d'Ivoire reste encore l'un des niveaux les plus faibles. On est premier en dictée. S'il vous plaît. L'un des niveaux les plus faibles, je répète, l'un des niveaux les plus faibles. Et si nous nous prenons garde à être dans le déni comme nous le sommes, ce pays-là risque de se retrouver demain en faillite. C'est ce que nous ne voulons pas. Donc, défi de l'unité autour des grandes questions, c'est important. Mais nous avons un autre défi. Lequel? Mais le défi de la souveraineté, j'insiste. Je ne suis pas en train de mettre dans une opposition binaire indépendance politique et souveraineté. Il faut inscrire ces notions sur un continuum. Nous avons acquis l'indépendance politique. Notre défi, c'est d'aller vers la souveraineté. Parce que c'est avec la souveraineté, quand nous aurons les leviers de notre pays, que nous allons pouvoir industrialiser ce pays-là, prendre notre envol. Sinon, qui ne reconnaît pas à Houphouët-Boigny, qui ne reconnaît pas à Houphouët-Boigny d'avoir œuvré, lui et ses compagnons, pour obtenir l'indépendance politique? Très bien. Qui ne reconnaît pas à Dr Simone Evé Gbagbo, au président Laurent Gbagbo, à tous leurs compagnons d'avoir œuvré à nous obtenir la démocratie dans ce pays? Vos souverainetés, c'est d'aller... S'il vous plaît, vous n'avez pas la parole, Kalilou. Mais aujourd'hui, je le répète, et la souveraineté, c'est plus un débat d'idéologues, ni de quelques intellectuels hallucinatifs, comme il dit. C'est une réalité. Ce qui se joue au Burkina Faso, ce qui se joue au Niger, ce qui se joue au Mali, ce qui se joue au Sénégal, et ce qui va se jouer dans ce pays,